Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue à vous, Perle, Nicole. Je pourrais même dire à toi, hein, mais bon, on se tutoie. On se tutoie. Allons, on se tutoie, comme dans la vraie vie. Alors, Perle Nicole est en 2e année de doctorat en sociologie. Elle est depuis 9 ans ou presque en Israël. Un parcours haut et en couleur. Elle a fait plein de choses qu'elle va nous raconter. Elle a grandi à Paris, voilà, de parents psychologues et puis sionistes apparemment, de famille sioniste. Mais pourtant, après le bac, elle ne prend pas le chemin d'Israël. Alors pourquoi tu ne prends pas le chemin d'Israël après le bac ? C'est quand même bizarre, puisque apparemment, c'était quand même dans ta tête. Ouais, c'était dans ma tête. Mais en même temps, je crois que je voulais à la fois vraiment quitter la France. C'était clair pour moi que j'avais pas d'avenir en France. En tout cas, je pense qu'à l'époque, j'avais une vision encore plus carrée des choses, mais je me disais, le peuple juif n'a pas d'avenir en France. Et donc, je voulais absolument partir. Et en même temps, j'avais pas envie de venir en Israël avec cette espèce d'impression d'avoir fui quelque part ailleurs. C'est-à-dire de venir par fuite. Je me disais, pour Israël, c'est quand même un vrai choix. C'est quelque chose qu'il faut approcher de manière positive. Et du coup, je suis partie au Canada. Dans l'autre direction. Et tous les chemins mènent à Jérusalem ou en Israël, en tout cas. Donc, tu es passé par le Canada et tu es resté quand même longtemps. Tu as étudié, tu es partie à la fac, en fait. Ouais, je suis partie à la fac, donc juive errante, à Montréal. Toute seule. Toute seule. Et j'ai fait des études d'ingénieur à Montréal pendant 4 ans. Donc, ingénieur en biomécanique. Ok, d'accord. Donc, rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu es docteur en sociologie. Absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, bien que, à bien des égards, ça m'a évité beaucoup de cours de statistiques à l'université hébraïque après coup. Mais en tout cas, ça a été, pour moi, ça a été des années hyper riches, puisque c'est un campus à l'américaine. C'est vraiment comme dans les films, quoi. C'est l'herbe, le campus. Ils sont très chaleureux avec les immigrants, entre guillemets. Ils font beaucoup de choses. Ils ont une politique pro-immigrante vraiment au point, quoi. Ouais, le Québec a énormément pris énormément de mesures, notamment pour aider les immigrants français. Et du coup, les études au Québec, notamment, sont complètement subventionnées pour les étudiants français. Et donc, moi, j'ai un peu triché parce que j'ai étudié en anglais en profitant de ce système, j'avoue. Mais pour moi, à l'époque, c'était une chance inouïe. Bon, c'était une chance inouïe, mais quand même, le 2e jour de cours, tu comprends que non, tu vas pas être ingénieur. Non. C'était pas pour toi. Je me dis que quand même, il faut finir ses études et que c'est tellement cool. Parce que tu as été bien élevé. C'est ça, je me dis que c'est tellement cool Montréal que ce serait bête quand même de pas y passer toutes ces années d'études et d'en profiter à fond. Et du coup, cette fac, ça a été un endroit dans lequel j'ai fait énormément de choses. C'est-à-dire que dès ma 2e année, je me suis engagée dans le gouvernement de la fac, dans le gouvernement des étudiants, dans tout un tas d'assauts sur le campus. J'ai hyper approfondi l'anglais, j'ai fait du théâtre. Enfin, ça a été une plateforme pour faire plein d'autres choses et aussi à côté mes études d'ingénieur. D'accord. Bon, alors, les études d'ingénieur se terminant, qu'est-ce qui se passe ? Les études d'ingénieur se finissent et déjà dans la dernière année, je me dis bon, en fait, j'ai bien compris que effectivement, je veux pas rentrer en France. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi ? Je reste au Canada ? Ah non, vraiment pas. Alors, je crois que c'était génial, que c'était super, que tu as fait plein de choses. Non, il fait trop froid. Ouais, il fait très froid. Le grand problème du Québec, c'est le froid. Okay. Et donc, je me dis bon, maintenant, c'est le moment dans ma vie, c'est le moment d'essayer Israël. Je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas si pour toute la vie, mais c'est le moment pour moi d'aller en Israël et de vivre un bout de moi-même en Israël. Et du coup, je monte dans un avion le dernier jour de la fac. C'est tes parents qui ont dû être contents. Mes parents étaient pas très chauds. Et j'ai débarqué en Israël avec une valise de bande dessinée et une valise de fringues. Et voilà. C'est tout. Tu avais rien préparé, tu ne savais pas ce que tu allais faire. Si, j'avais pensé à l'avance que c'était très important d'apprendre l'hébreu. Okay. Et du coup, je m'étais inscrite dans un ulpan d'été. C'était mon programme de base. Et j'avais exploré des possibilités pour étudier à la fac à Jérusalem. Avec notamment au début un projet de peut-être
poursuivre mes études d'ingénieur avec des études de médecine en Israël, de faire quelque chose qui soit un peu entre les deux, puisque j'avais une formation en biomécanique, de faire de la recherche, enfin plein d'idées, et finalement pas grand-chose de très concret. Voilà. Et du coup, donc tu débarques en 2009. Donc je débarque à Jérusalem, à l'Ulpan. Tu connais personne? Je connais... un petit peu. Si, j'ai un couple d'amis de mes parents qui deviennent très vite une famille adoptive et presque des parents en Israël, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et qui sont un peu ma base. Eh ben, on les salue, voilà, on leur dit merci, on les salue. Qui sont un peu devenus la base pour moi ici, mais pas spécialement de gens que je connais ici, très peu de gens jeunes que je connaisse ici, voilà, vraiment un peu paumé quoi, finalement. Donc l'année, un peu, elle passe en flottement. T'es à la fac, mais tu te dis finalement c'est pas génial. C'est pas ce que je veux faire, c'est pas ça. Bref. C'est pas pour ça que je suis venue. Faut que je fasse autre chose. Faut que je fasse autre chose. Et là, je me dis, bon, en fait, en regardant un peu les copains autour à la fac, la chose qu'il faut faire, c'est l'armée. Parce que je me rends compte qu'en fait, il y a plein de jeunes qui sont parfois plus vieux que moi, qui commencent maintenant des études et qui, eux, arrivent avec une maturité autre, qui arrivent avec des expériences qu'ils ont formées, vraiment une mentalité complètement différente. Et je me dis, en fait, si je fais pas l'armée, je vais rester immigrante toute ma vie. Et comme c'est pas le but, il faut en passer par là. Donc faisons l'armée. Et donc, je me lance là-dedans. Tu parlais l'hébreu à l'époque ou pas? Je me débrouillais déjà vraiment bien. T'avais un bon niveau? Ouais, je me débrouillais déjà vraiment bien. En fait, je suis arrivée déjà avec un bon niveau d'hébreu en Israël. Et du coup, avec l'Ulpan, j'étais déjà bien avancée. D'accord. Alors, bien sûr, tu préviens tes parents, donc tes parents qui sont tous les deux psychologues, plutôt à gauche, et ta mère, plutôt à gauche, plutôt antimilitariste. Tu lui dis, maman, je suis en Israël, et en plus, je vais faire l'armée. Ça passe pas très bien, la pilule. Ça passe pas très bien, non. D'abord parce que je pense que, comme tous les parents français, ils pensaient que c'était une perte de temps absolue. C'est-à-dire l'idée que leur fille, qui avait fait des études d'ingénieur, allait aller être soldate en Israël dans un trou quelque part dans le désert, comme tous les parents l'imaginent. Ce sont dit, elle s'est fait grouifier. C'est ça, mais d'où sort cette idée? Et puis aussi, je pense que, enfin en tout cas, à l'époque peut-être, cette idée que bon, déjà l'ALIA passe, mais alors l'ALIA et l'armée, c'est trop. Pourquoi? Ça suffit. Pourquoi? C'est l'armée d'occupation, c'est ça? Certainement qu'il y avait de ça dedans, mais aussi c'est trop dur, c'est trop israélien, tu te sépares complètement de ta culture française. Beaucoup de choses qui finalement sont des peurs qui sont très compréhensibles avec le recul. Avec le recul, bien sûr. Sur le moment, qui ont été pas faciles forcément à vivre. Et du coup, j'ai fait les tests de l'armée de manière un peu hésitante, en me disant, bon, on verra à droite à gauche. Et vraiment, par miracle, je suis arrivée au porte-parole de Tsahal. Oui, parce que tu t'es dit, tu avais quand même ta petite idée derrière la tête. Tu voulais être dans cette unité dès le départ ou quelques mois après? Je pense que, comme tous les immigrants, j'avais aucune idée que cette unité existait avant qu'on m'en parle. Mais je pense que dès que j'ai découvert qu'en fait, il y avait des soldats qui avaient mon âge, qui géraient la communication de l'armée, voire la communication de crise en Israël, et que potentiellement je pouvais en faire partie, je me suis dit, c'est génial, en fait. J'ai toujours voulu faire ça, en fait. C'est ça que je voulais faire. Et donc je me suis vraiment battue pour. Et sans grande réussite au début, et puis finalement, vraiment par divers retours de chance, j'ai fini par rentrer dans cette unité. Et j'y suis arrivée aussi, donc avec beaucoup de chance, encore une fois, c'est que j'y suis arrivée, à la fois j'avais un officier quand je suis arrivée, c'est-à-dire qu'on m'a bien formée. Donc ça, alors justement, un officier qui dirigeait combien de soldats? Vous étiez combien dans l'équipe? En fait, donc moi j'ai débarqué au desk Europe du porte-parole à Tsahal. Donc c'est le bureau européen, c'est le bureau qui s'occupe à l'époque aussi de l'Asie et de l'Afrique, parce que personne ne veut s'en occuper et que du coup il faut des soldats qui s'occupent un peu de ça aussi. Et en fait ça correspond bien à une manière dont je pense beaucoup d'Israéliens voient le monde, qui est qu'il y a les États-Unis, c'est très important, il y a le monde arabe et puis il y a le reste du monde. Donc le reste du monde va au bureau européen. Et du coup, j'arrive dans ce bureau. À l'époque, il y avait donc 2 soldats français qui finissent leur service militaire quelques semaines après que moi j'arrive, et un officier qui est lui-même allemand
et qui déjà sait qu'il va devoir partir 6 mois plus tard et qui du coup m'a formée pendant mes 6 premiers mois d'armée dans cette unité. À prendre sa place. Sans que tu le saches. Je pense que moi, petit à petit, c'est quelque chose que j'ai compris. Lui dit que dès le début, ça a été évident pour lui qu'il faudrait qu'un soldat prenne sa place et que les liens qui se sont créés entre nous ont fait que c'était vraiment possible. Oui, mais j'imagine que c'était une gageure parce que tu t'es retrouvé avec combien d'officiers sous tes ordres? Donc je me suis retrouvée avec au plus haut 11 soldats sous mes ordres. 11 soldats, oui, pas des officiers, c'était toi l'officier. Voilà, mais donc moi-même, parfois moins gradée que les soldats que j'avais récupérés. D'accord. Et surtout, 11 soldats, c'est beaucoup de personnes à qui il faut penser au jour le jour et c'est beaucoup de responsabilités. C'est quoi justement ça qui nous intéresse? Parce qu'être responsable de ces soldats, ça veut dire quoi? Tu es leur référent en tout et pour tout. Ils sont souvent seuls. Ils n'ont que toi à qui déjà, à au qui porte-parole de Tsahal, le desk européen, la moitié des soldats sont des soldats seuls. C'est-à-dire que, comme moi, ils sont venus sans leurs parents en Israël et donc ils sont réellement entièrement dans leur service militaire. C'est-à-dire que leur cercle principal, social, familial, c'est l'armée. Okay. Donc déjà ça, et puis des soldats israéliens qui viennent d'un peu partout dans le pays et qui ont des besoins normaux de jeunes de 18 ans. C'est-à-dire qu'il y a une soldate qui peut t'appeler le matin pour te dire qu'elle s'est séparée de son copain la veille et que c'est la catastrophe et que du coup elle est en retard et toi tu dois décider de dépression, comment est-ce que travailler aujourd'hui, qu'elle c'est n'ira ça, pas à la conférence. Voilà, ça existe ce genre de choses. Et en même temps, tu as des soldats que tu envoies sur le terrain pour gérer des situations avec des journalistes avec lesquels tu travailles en face à face et que tu confrontes à des situations difficiles. Et pour lesquels tu dois être un espèce de référence, c'est-à-dire aussi être un réceptacle un peu de leurs expériences, quelqu'un qui les forme, quelqu'un qui les oriente. Et puis, tu reçois tous les matins un espèce de briefing dans lequel on te dit quels sont les objectifs de l'armée du point de vue communication et tu dois faire en sorte que tes soldats fassent en sorte que ça marche. Alors, tu reçois un briefing, mais ce qui est très symptomatique de cette unité, c'est que tout le monde ne se comprend pas. Ça veut dire que celui qui parle, je ne sais pas moi, anglais encore, c'est plutôt simple, mais je dis n'importe quoi, chinois ou un dialecte africain ou j'en sais rien, ou même toi en français pour le coup, personne ne te comprend. C'est clair. Voilà, donc il faut quand même, tu les diriges, mais tu n'as pas vraiment main mise sur ce qu'ils vont dire. Non, c'est une unité dans laquelle beaucoup de choses, et jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça, même s'il y a eu quelques changements dans la manière dont elle fonctionne, c'est une unité qui, de bien des manières, repose énormément sur la confiance qu'elle fait à ses soldats. C'est aussi pour ça que c'est tellement dur d'y rentrer, c'est-à-dire qu'il faut trouver des gens à qui on a vraiment envie de faire confiance. Mais effectivement, moi à l'époque... où je suis rentrée à l'armée, donc où j'étais dans ce desk, il n'y avait pas d'officier francophone encore dans l'unité. Et donc, en fait, personne ne comprenait ce que je disais au jour le jour. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Ça a ses avantages. Voilà. Mais ça demande aussi beaucoup de discipline personnelle de la part des soldats. C'est-à-dire que quand j'ai un soldat suédois et que je l'envoie briefer des journalistes et que je n'ai aucune manière de savoir ce qu'il dit, va dire. Il faut que lui, il sache qu'il ne parle pas pour lui. Il parle au nom de l'armée. Ça demande de prendre beaucoup de recul sur soi et sur son expérience à soi. C'est-à-dire qu'on ne vient pas témoigner de la manière dont nous, on vit l'armée. Non. Le soldat porte-parole, il porte la parole d'un corps d'État. Et voilà, c'est une position particulière. Il faut savoir se mettre entre parenthèses. Un petit peu, ouais. Voilà, même en grande parenthèse. Ok, alors c'était une période assez riche parce que je crois que, en tout cas pour les francophones à cette époque-là, il y a le site de l'armée en français qui est né. Voilà, donc tu as assisté un peu à sa naissance. Complètement. Alors j'y assiste un peu de côté et puis un peu les mains dedans aussi, mais globalement en fait ce qui se passe c'est qu'il arrive d'autres francophones dans cette unité qui en étaient globalement dépourvus jusque-là et ils sont hyper actifs, plein d'énergie, voilà. Etc. Et ils arrivent à convaincre la hiérarchie militaire qu'il faut absolument ouvrir un site en français, et puis ensuite qu'il faut absolument ouvrir un site Facebook, un profil Facebook pour l'armée, et puis ensuite qu'il faut un fil Twitter. Et du coup, ces années où j'ai fait mon service militaire, c'était les grandes années du développement de Tsahal dans les nouveaux médias, c'est-à-dire toutes les plateformes Internet. Et de bien des points de vue, ça a complètement changé aussi la manière dont on faisait de la com. C'est-à-dire que jusque-là, il fallait que je prenne mon téléphone, que j'appelle spécifiquement un journaliste pour lui faire passer une information
ou que j'en appelle 10 les uns après les autres pour leur faire passer toutes les mêmes informations. On arrive à une époque dans laquelle on utilise WhatsApp et on donne des informations sur Internet, et ça change réellement la manière dont l'armée approche toute la question du journalisme international et de la l'armée était communication. très en retard par rapport, on va dire, à la communication palestinienne. De l'autre côté, ils étaient beaucoup plus en avance que nous à l'époque. En tout cas, l'armée était très freinée par sa hiérarchie, par sa bureaucratie. Et voilà. Et d'un seul coup, on est dans des plateformes dans lesquelles il faut être réactif. Oui, parce que Et- la censure n'est pas loin, mais on a dépassé tout ça. Voilà. Donc c'est chouette. on dépasse, en tout cas, on dépasse certaines choses. Et c'est vrai qu'on arrive à faire vraiment autre chose, quoi, et à une communication qui est plus fraîche, qui est plus vraie, qui est plus proche du terrain, qui permet plus proche de dire vous, plus de proche choses. de la jeunesse aussi. Oui, et qui, de bien des points de vue, peut-être démystifie un petit peu l'espèce de figure du soldat comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire en faisant ça. Bon, tu t'es passionnée apparemment pour ce job. Tu as Complètement. adoré faire ça. Complètement. Ça a bouleversé ta vie? Certainement. En tout cas, ça a été une expérience hyper formatrice, par ses bons et par ses mauvais côtés. C'est-à-dire que ça a questionné tellement de choses pour moi que ça a ouvert des pistes vraiment... je pense que je pourrais passer une vie entière à étudier les questions que je me suis posées pendant mon service militaire. C'est sans fin. Ça t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui incontestablement, puisque tu as fait après l'armée un master dans l'étude des conflits. À l'université de Jérusalem. C'était juste après l'armée, ça. C'était juste après l'armée. En sortant de l'armée, je me suis dit, bon, en fait, j'ai vraiment envie de trouver un endroit où poser ces questions de manière un peu autre et un peu plus libre aussi. C'est-à-dire de les poser comme moi, en me sortant un peu des parenthèses cette fois-ci. Ouais. Et du coup, j'ai été à l'université hébraïque où il y a un programme d'études des conflits, qui est en fait un programme dans lequel des gens de plein de disciplines différentes des sciences sociales étudie la question du conflit israélo-palestinien, mais des conflits de la société aussi, au sens plus large. C'est-à-dire en Israël, je pense que ça manque pas. C'est-à-dire religieux, non religieux, séfarades et ashkénazes, les premiers Israéliens, l'image du tsabar vis-à-vis de l'image du juif oriental ou diasporique. Il y a énormément de conflits à explorer. Là, on est en plein cœur de Jérusalem, dans cette université. On est vraiment au cœur du conflit. Et ça a ouvert pour moi encore plus de questions, mais ça en a apporté aussi quelques réponses. Alors, ce qui était aussi très intéressant dans ton parcours, c'est que tu cherches un job d'étudiante pour t'aider, boucler les fins de mois, puisque tu es toujours seule, tes parents, ta famille ne t'a pas rejoint, mais tu ne vas pas du tout faire un job n'importe quoi, ce ne serait pas Perle Nicole, c'est pas possible, tu vas choisir quelque chose qui te parle et qui te met encore plus face à ces conflits, à ces réactions extrêmes, à ces gens qui sont en bout de course parfois, qui vivent des situations terribles. Tu vas travailler au sein de l'association ELEM. Ouais. En fait, j'ai commencé à ELEM comme volontaire. Il faut expliquer ce que c'est ELEM. Donc c'est une association qui s'occupe à Jérusalem des jeunes en difficulté, vraiment en difficulté extrême, et notamment des jeunes sans abri à Jérusalem. Et donc, on travaille avec des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, globalement. Qui viennent de tous les milieux. Qui viennent de tous les milieux, qui viennent aussi de la ville arabe. Donc, les deux parties de Jérusalem se rencontrent dans la rue. Il y a des nouveaux immigrants aussi. Il y a des nouveaux immigrants aussi. Il y a des nouveaux immigrants français de temps en temps. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus avec l'immigration russe et qui sont un peu tombés dans les cracks du système à un moment dans leur vie et qui se sont un peu perdus. Comme ça, et voilà, moi j'y arrive comme volontaire au début en me disant bon, je vais faire du volontariat quand même un petit peu, et puis je reçois une bourse à l'université où on me dit qu'il faut que je donne plusieurs heures de volontariat par semaine. Donc tu t'es dit je vais continuer. Je me dis bon, super, allons-y. Et en fait, une fois que j'y suis, je me dis en fait c'est un engagement qui a du sens réellement pour moi, et ça vaut le coup de donner plus d'heures. Et donc je commence à travailler comme éducatrice de rue. C'est quoi ce travail à Jérusalem? Donc c'est un travail. À quoi tu as été confrontée? C'est un travail donc il y a un centre de l'association ELEM à Jérusalem, au centre de Jérusalem, qui ouvre en fin d'après-midi jusqu'à à peu près au milieu de la nuit, et qui accueille des jeunes qui sont alcooliques, qui se droguent, qui sont dans des situations d'exploitation diverses par des adultes ou entre eux d'ailleurs.
Qui se prostituent, certains qui se prostituent, certaines. Des jeunes qui sont en déconnexion totale de leurs parents, qui sont dans des états de marginalité extrême, qui sont aussi des proies faciles pour divers prêcheurs de violence des deux côtés de la ville. Et donc moi, j'ai par exemple suivi pendant plusieurs années un jeune arabe de Jérusalem qui un jour m'a dit que en fait, le seul moyen, c'était d'en finir en poignardant quelqu'un dans la rue. Et voilà, il faut être le réceptacle un peu de ça et de se dire qu'on est là, le premier rempart, et à la fois des jeunes juifs qui sont complètement emportés dans des mouvements complètement haineux et qui se retrouvent à frapper des jeunes arabes dans la rue, enfin sans raison et par haine pure, voilà, et qui contribuent d'autant plus, notamment dans les moments de tension à Jérusalem, à la montée des violences comme ça dans le centre-ville qu'on sent pour rien. D'accord. Et donc, on est dans une espèce de jeunesse qui se perd un petit peu et qui a besoin d'oreilles et de sourires et d'un câlin de temps en temps et d'une bouteille de chocolat chaud quand il fait froid dehors. C'était une expérience aussi forte que celle de l'armée, bien qu'elle soit complètement différente, mais c'était... Ça a été une expérience très très forte pour moi. C'était une expérience très importante, notamment parce que je pense que dans la transition entre l'armée et l'université, ça aurait été très facile de passer d'une transition qui m'aurait amené complètement dans les livres. Et là, c'était une manière de mettre ces termes, marginalisation, exploitation, etc., face à des visages de vrais gens, qui sont des vrais humains et qui existent à 300 mètres de chez moi et qui ont une vie qui est complètement différente de la mienne. Et voilà, qui font partie de ma ville, d'une certaine manière. Ils vivent dehors, dans des squats. Exactement, ils vivent dehors dans des voitures, dans des squats, ils sont... dans divers trafics, avec ou sans la police. Enfin, le Jérusalem, c'est vraiment la cour des miracles de Jérusalem, le côté de Jérusalem qu'on n'aime pas beaucoup raconter. Et qu'on connaît mal, forcément. Qu'on connaît mal, et puis qu'on subit aussi. C'est-à-dire la violence de Jérusalem, au final, qui est beaucoup tenue par ces jeunes-là, c'est quelque chose que tous les gens de Jérusalem subissent, notamment dans le centre-ville de Jérusalem. Donc voilà, c'est important pour moi de s'engager là-dedans. Ça se sent pas toujours, hein. Non, ça se sent pas toujours, mais je pense que dans les périodes de tension, à Jérusalem, c'est eux qu'on retrouve. Ouais, c'est eux qui portent ces mouvements de foule, etc. C'est eux qui beaucoup sont là. Alors justement, on peut voir avec ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu étudies toujours les conflits. D'ailleurs, tu vas avoir un poste en tant que chercheuse bientôt, je crois, à la rentrée. Oui, à la rentrée. Voilà, tu vas travailler où ? Je vais rentrer à l'Institut Truman, qui est l'institut qui s'occupe à l'université hébraïque de toute la question des relations d'Israël avec ses voisins, mais aussi des conflits auxquels Israël est confronté à l'intérieur, notamment. Et donc moi, je travaille là-bas sur la question du radicalisme en Israël dans la dernière décade. Et voilà, qu'il soit religieux, qu'il soit laïque, qu'il soit laïque, politique, tout type de radicalisme. D'une certaine manière, ils se rejoignent souvent. Ouais. Donc toutes ces expériences, on se rend bien compte qu'elles sont fondatrices. Donc parfois, on part faire du bénévolat dans une association, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis finalement, de là, on sort ce qu'on va faire plus tard dans la vie, ce qu'on va devenir, parce que ça nous a touché au cœur. Et puis parce qu'on a envie de faire changer aussi la société. C'est un peu ce que tu vas essayer de faire peut-être en rendant des études, en faisant des recherches sur des thèmes tellement important. En tout cas, je pense que c'est important d'approfondir la manière dont on regarde la société israélienne. Et je pense que pour moi, comme nouvelle immigrante... On est plus mûr aujourd'hui. Complètement. Et je pense que, surtout en tant que nouvelle immigrante, ce regard, cette capacité d'avoir un regard qui est un peu de l'extérieur aussi. C'est-à-dire de temps en temps de se sentir à la fois complètement israélien, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de mon identité, et en même temps, de regarder Israël un peu de l'extérieur parfois, et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Comment vivent ces gens ? Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui me permet d'approfondir à la fois mes recherches, à la fois mon regard sur cette société. Enfin voilà,
Bon, je pense que c'est sans regret pour toi, Lalia. Complètement sans regret. Ta mère s'est remise de ton petit passage à l'armée? Bon, on l'embrasse. On ne la connaît pas, mais on l'embrasse. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Voilà, on te souhaite de réussir dans ton parcours professionnel, civique, et voilà, de continuer d'être heureuse d'être ici. Voilà. Merci. De rien, Perle. Merci à toi d'être venue jusqu'à Jérusalem, parce que tu n'habites plus Jérusalem, tu viens de Tel Aviv. On était ravis de t'accueillir. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.